Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Lorsque le binôme qui détenait le vrai pouvoir, Saïd Bouteflika et Gaïd Saleh, n'a pas pu imposer le 5e mandat, ces deux personnes avaient alors trouvé une solution de rechange pour pouvoir garder le pouvoir, annuler les élections de façon anticonstitutionnelle, bien sûr, et prolonger le 4e mandat de façon anticonstitutionnelle, bien sûr. Ils voulaient, tous les deux, se donner du temps et de la latitude pour se retourner et garder le pouvoir d'une autre façon. Aujourd'hui, avec du recul, et si nous nous attardons un peu sur la réalité des choses, Gaïd Saleh aura finalement réussi un coup de maître. Il a réussi de façon concrète à prolonger le 4e mandat à sa façon. Cela fait déjà 5 mois que le président Bouteflika a démissionné et c'est Gaïd Saleh qui a pris sa place de façon directe, sans avoir à se cacher derrière sa photo. Et il a d'autant plus réussi qu'il est désormais seul maître à bord. Il n'a plus son associé Saïd Bouteflika qui lui collait au basque, puisqu'il l'a mis en prison. Donc, pour faire simple, Gaïd Saleh a réussi à prolonger le 4e mandat, à la seule différence que c'est à son seul profit. Mais une question se pose néanmoins, lancinante, inquiétante, qui laisse imaginer les plus sombres perspectives. C'est cette obstination de Gaïd Saleh à vouloir, coûte que coûte, aller à très court terme à des élections présidentielles alors que les Algériens les refusent catégoriquement. Avec l'exigence du départ de tout le régime, les élections en Algérie sont devenues un point de fixation du mouvement de contestation, la principale revendication. Les Algériens refusent de laisser le même régime qui a pris le pouvoir et qui s'y est maintenu par la violence et la fraude électorale, organiser une quelconque élection, totalement hors de question. Et il n'y a personne en Algérie qui ne sait qu'il sera impossible à quelque force qui soit d'organiser ces élections. Impossible. Et si malgré ce climat général d'hostilité, de rejet et de contestation, Gaïd Saleh et les autres chefs de l'armée réussissent malgré tout à les imposer, ces élections, à la date annoncée depuis une caserne, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'elles susciteront le plus grand boycott jamais observé dans l'histoire. Et Gaïd Saleh le sait très bien. Il ne peut pas ne pas le savoir. Et il sait qu'il sera sous les projecteurs du monde entier, que toutes les villes du pays seront en manifestation ou en désobéissance civile, et qu'hormis les militaires, les policiers et les quelques fidèles du régime, en tout 3 à 4% de l'électorat, il n'y aura personne dans les bureaux de vote. Tout le monde le sait, y compris les chancelleries étrangères et tous les observateurs qui connaissent un tant soit peu la situation en Algérie. Et ils le savent d'autant plus que cette détermination de la rue s'exprime avec une grande force chaque vendredi, chaque mardi, par des millions de manifestants. Il est donc mathématiquement impossible que Gaïd ne le sache pas. Lui qui reçoit des rapports très détaillés, très clairs, tous les jours, sur la situation du pays. Et il est mathématiquement impossible qu'il veuille vraiment aller à des élections qui vont fatalement le démasquer aux yeux du monde entier. Il n'est pas fou au point de se démasquer à ce point, de se montrer et de montrer les autres chefs de l'armée sous leur véritable jour, d'une junte qui s'impose par la force et le fait accompli à la quasi-totalité de tout un peuple, dont elle refuse de répondre à ses aspirations les plus légitimes, à sa soif de liberté, de démocratie.
Gaïd Salah et ses pairs ne peuvent donc pas aller à des élections qui vont non seulement les humilier à un niveau planétaire, mais qui risquent aussi de les acculer à des extrémités tragiques. Et si Gaïd Salah ne fait que bluffer, s'il sait qu'il ne peut pas aller à ces élections qu'il semble vouloir imposer à tout prix, c'est qu'il a donc un autre but. Lequel? Provoquer la violence? Se donner le prétexte d'un coup d'État? Syrianiser le pays? Nous allons voir avec nos invités. Aujourd'hui, en guise d'intermède, plutôt que de vous passer comme d'habitude une chanson engagée, nous allons vous montrer les funérailles et l'hommage rendu à ce jeune qui est décédé à son retour d'une manifestation, à son retour à Boumerdes. جنازة أخونا حمزة مراح ربي يرحمه في سي مصطفى مقبرة سيدي يحيى. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم. Vous venez de suivre l'hommage qui a été rendu à ceux qui sont morts pour la liberté, pour la délivrance, pour l'indépendance de l'Algérie. Khouna Hamza Mrah, le jeune Hamza Mrah, est décédé hier à son retour dans sa ville, Boumerdes. Il était en manifestation à Alger. Au retour, leur voiture s'est renversée. Il a trouvé la mort. Rabbi yarhamou wa Rabbi yarham kull shuhada. Il avait 30 ans et il devait se marier dans très peu de temps. Gaïd Salah veut-il vraiment aller aux élections? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Boukhalifa Ben Mamar, militant pour la démocratie. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Merci Jamel, bonsoir Nazim, et bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Et Nazim Taleb du mouvement Rachad, merci Nazim d'être avec nous. Merci pour l'invitation et Rabbi yarham al-shuhada, comme vous avez dit, et Rabbi, Inch'Allah, ya'tihum as-sabr. Et on espère que ce sera le dernier. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et on ne les remerciera jamais assez. Ces jeunes qui sont en train de se dévouer chaque semaine, parfois 2 fois par semaine,
qui ne partent pas en vacances, qui se dévouent, qui se sacrifient jusqu'à donner leur vie pour que nous puissions vivre libres et dignes. Au téléphone avec nous, docteur Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Hamza Marah. Et c'est très dur de perdre un enfant. Et si ça peut apaiser un petit peu la peine, il est mort en espérant une Algérie nouvelle, une Algérie libre. C'est meilleur de mourir avec l'espoir que dans le désespoir de se jeter en mer, même si c'est plus douloureux pour ceux qui restent. Et par l'occasion, nous avons appris que vous avez perdu votre père, Rabbi Yarhamou. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances, Amira, ainsi qu'à votre famille infiniment. Et à votre maman. Merci infiniment. Merci. Alors, Amira, puisque nous vous avons, nous vous gardons, mais restez avec nous. Nous allons d'abord montrer quelques images. D'abord, celle d'un jeune qui a été brutalisé par la police, frappé très durement, et qui, en réaction, vous allez voir quelle a été sa réaction. Nous allons regarder. الشعب يشكي المغاربية والمغاربية مع الشعب. Nous sommes très heureux et très fiers que des gens nous appellent quand nous allons regarder maintenant quelque chose d'assez bizarre. Alors, hier, à Alger, une dame voilée, qui avait un bandeau, un drapeau en bandeau, qui avait un panneau « Kulluna ma'a Gaïd Saleh ». Elle était seule et elle dit « Kulluna ma'a Gaïd Saleh ». Et elle marchait, vous allez voir les photos, dans la rue, et derrière elle, il y avait une protection policière. 2 véhicules de police qui l'escortaient, comme si les gens allaient l'attaquer. Et alors, elle est restée seule, personne ne l'a rejointe. Et puis après, je ne vous en dis pas plus, vous allez écouter la vidéo, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Nous allons d'abord voir les photos. Alors là, les voitures de police qui sont derrière. Nous, on pensait à un certain moment que c'était une Photoshop. On pensait que ce n'était pas une vraie image. Alors voilà, comme ça, la police derrière elle, elle est en train de marcher. Et maintenant, nous allons voir la vidéo. قولي واش تحبي تقولي كلنا قايد صالح؟ انا درت الصوره هذيك تاع قايد صالح باش نشوف ترى شكون الاغلبيه اللي مع الشعب اللي مع الحراك وشكون الاقليه اللي مع القايد صالح. كي خرجت في الجمعه هذه 29 في الجمعه 29 رفعت الشعار هذا، لقيت ان فرد صوره تاع القايد صالح هي المرفوعه، ولقيت الشعب كامل رافض القايد صالح ورافض الحكم العسكري. لقيت الشعب كامل رافض القايد صالح ورافض الحكم العسكري. انا ماشي كيما هزيت الصوره، ماشي واحد كيهز الصوره انه يبيع القضيه، ماشي مشكله صوره ولا كتابه، كي هزيت هذا باش نشوف تراه شكون اللي مع القايد صالح، ونشوف تراه الشعب كي نعود نمشي برا ديمقراطيه تراه احنا مع القايد صالح وحنا ولا مع ضده. واش لقيت في الحراك كامله مغضوا بصح هما قالوا لي والو، صوروني قالوا لي مرحبا بك، استقبلوني. واحد قال لي نحيها
انا عجبني. انا قلت لو كان يعني حبزوني ولا ضربوا نقول هذه مش مسيره سلميه، هذه الديمقراطيه وهذه هي الحريه. قلتي روحك وحده شنو سميتي؟ ناصر القيصر، ناصر هي عندها واحد الحر عندها مدارة القايد صالح الحمايره وقعدت يحب القايد صالح. اش معلي في هذا الشيء وهذه لا ما نتقاتلوش على جات القايد صالح، صح ولا ها؟ صح. لا ما نتقاتلوش على القايد صالح، لانه القايد صالح ما يمثلش المؤسسه العسكريه. Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, elle dit « Je suis venu manifester ». Elle est venue à l'accent, elle est venue de l'extrême-est algérien à peu près. Je suis venu manifester en faveur de Gaïd Salah et en même temps pour voir si les gens sont vraiment pour ou contre lui. Elle voulait se rendre compte de ses propres yeux. Elle a dit « Personne ne m'a suivi, je suis resté seul. Mais je m'attendais à ce qu'ils m'arrachent la photo ou qu'ils m'agressent. » Finalement, non, ils m'ont très bien reçu. Ils m'ont dit, tu peux manifester, tu peux soutenir ton Gaïd Salah, il n'y a aucun souci. Et là, maintenant, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne avec Gaïd Salah. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, par contre, que faisaient les 2 voitures de police qui l'escortaient. Moi, je ne crois pas trop à ces histoires. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a ramenée exprès, soit dans l'espoir qu'elle puisse être rejointe par d'autres hésitants, soit qu'elle soit bastonnée ou lapidée ou brutalisée. Comme ça, eux, ils lâcheraient leurs médias pour dire « Ah, voilà, l'Irak qui se dit démocrate et qui lapide quiconque ne pense pas et ne dit pas comme lui. » Alors, sur cette histoire et sur le reste. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où toutes les possibilités inimaginables sont ouvertes en termes de manipulation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système qui à la fois a hérité de la manipulation de l'école soviétique et puis bon nombre d'officiers ont été formés en Occident aussi. Ils ont fait l'école américaine et l'école française. Donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Par contre, ce qu'il y a lieu de remarquer aussi, c'est que ils ont été pris de court parce que le système a perçu un peu le danger des réseaux sociaux depuis 2014. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque bouffée d'oxygène, ils décident de couper Internet. Ils le font. Tout simplement. Voilà. Et par contre, ils ne peuvent répondre que par la manipulation traditionnelle. Depuis 2 mois, on assiste à la fameuse mouche, 2 ou 3 mois, la mouche électronique. Et voilà. Mais sinon, ils ont toujours une longueur de retard par rapport au génie populaire. Voilà. Alors, l'histoire qu'il y ait une manipulation dans le fond, ou pas, c'est qu'elle permet une double lecture, et dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que le Hirak pourra toujours la récupérer à son avantage. Voilà. Mais elle a été très productive pour le Hirak. Voilà. Quoi qu'elle dise, et quoi qu'il se soit passé. Voilà, et puis ça devient vite anecdotique. Absolument. Dans quel sens ça devient anecdotique? Parce qu'il y a une réalité qui, elle, derrière, reprend le dessus. C'est le rouleau compresseur du système à travers les propos quand même assez graves et insultants du chef de l'état-major à l'égard de la population. Donc qui est quand même toujours dans cette optique de surenchère. De la surenchère, voulant se réapproprier, mais de manière très gauche, un héritage de la Révolution. D'ailleurs, il s'est complètement déraillé là-dessus, ne pouvant plus invoquer une quelconque légitimité de ce côté-là, puisqu'il lui-même est dans un processus de double disqualification, à la fois historique, parce qu'il ne peut revendiquer aucune légitimité historique, même étant l'un des plus anciens officiers d'une certaine génération, ne pouvant même pas invoquer une quelconque responsabilité dans la Révolution. Mais maintenant, il ne parle plus de révolution. Il l'a précisé hier, il a dit « Nous ne parlons plus de la période 54-62, nous parlons de la période 1830-1962 ». Oui, parce que... Tout l'héritage de la colonisation, ça devient maintenant le nouveau fonds de commerce. C'est plus Novembaré et Badissi, c'est 1830 Warouah. Oui, mais il y a, si vous voulez, il y a une charpente idéologique derrière, mais ça, c'est le véritable... Ça, les services chez nous sont loin d'être bêtes, puisqu'on déplace l'épicentre de la captation de l'héritage historique, parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le prolongement de toutes ces résistances populaires qu'on a eues depuis l'invasion, depuis 1830. Donc, il n'y a aucun brin
aucun pan de notre terrain, de notre territoire algérien, où il n'y a pas une épopée de la résistance populaire. C'est des résistances populaires. Donc ce que nous vivons, c'est une résurgence de ces résistances populaires, beaucoup plus structurées aujourd'hui, puisqu'on est entre nous. Donc ce qu'il y a eu, je le dirais, je déplore quand même qu'on en arrive aujourd'hui que des Algériens meurent en manifestant pacifiquement. Par contre, il ne faut pas oublier que ce régime-là est le même régime qui a cautionné, avec une certaine élite politique, les 200 000 morts et les 40 000 disparus. Absolument. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la véritable nature du régime. Alors, avant de donner la parole, parce que j'avais demandé à Amira Boraoui de rester avec nous, et je devais lui donner la parole en premier. Amira Boraoui, alors sur cette histoire de cette dame qui manifestait toute seule, qui disait « Kulluna Gaïd Saleh », nous sommes tous Gaïd Saleh, mais qui était bien seule. C'est un peu comme ça de l'histoire de ce monsieur qui, encerclé par la police, leur avait dit « Attention, mon copain et moi, on est nombreux ». Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Amira Boraoui, de cette histoire? Écoutez, lorsque un citoyen s'exprime, je préfère croire un petit peu en sa bonne foi. Donc même si elle était à côté de 2 véhicules de police, je ne sais pas s'il l'escortait ou elle s'est mise juste à côté, elle déclare clairement qu'elle a essayé de voir s'il y avait des gens qui adhéraient à son message ou pas. Donc, en cas de doute, donc je préfère croire en sa bonne foi et qu'elle a testé quelque chose. Et comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, ça n'a fait que servir le Hirak. Et on a bien vu sa solitude avec son soutien à Gaïd Saleh. Hier, j'étais dans les manifestations d'Alger et tous les slogans étaient hostiles à Gaïd. Alors certains demandaient son départ, certains lui demandaient une Dawla Madaniya Askaria, donc de ne pas se mêler à la politique. D'autres, donc, et c'était des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes sur le territoire algérien. Donc le message est clair. Donc face à la solitude de cette femme qui a peut-être voulu tester l'opinion, ou peut-être l'a-t-on utilisé, je ne sais pas, mais je préfère croire en sa bonne foi, vu qu'elle a dit qu'elle a testé quelque chose. Et sur cette nouvelle tendance de Gaïd Saleh qui ne revendique plus seulement la légitimité révolutionnaire novembari abadissia, mais qui, dans un discours d'hier, a dit « Nous nous inscrivons dans cette ligne révolutionnaire qui dure de 1830 à 1962 ». Le fonds de commerce a vraiment prospéré entre-temps. Je vais répondre déjà au fait que vous avez dit tout à l'heure que Gaïd a réussi un coup de maître. C'est trop d'honneur que de dire ça. Gaïd n'a fait que s'isoler. En fait, Gaïd, en 6 mois, s'est fait vomir par le peuple algérien, chose qu'a mis 20 ans quand même à faire Bouteflika. C'est quelqu'un qui a multiplié les erreurs, des déclarations qui n'ont pas du tout plu au peuple. Au tout début, il n'a pas soutenu la révolution, il a soutenu un 5e mandat. Quand il s'est vu acculé, il a essayé de surfer sur le Hirak très mal. Il avait au début une certaine marge de manœuvre, effectivement. L'histoire aurait pu écrire un petit mot en sa faveur lorsqu'il a aidé, entre guillemets, non, c'est le peuple, bien entendu, c'est le peuple algérien qui a mis fin au mandat successif de Bouteflika, mais lui est venu, si vous voulez, le mettre à l'écart. Mais lui, ce qu'il voulait sauver, ce n'était pas la République, mais sauver sa peau. S'il s'était limité uniquement, ou s'il avait de bons conseillers, ou s'il avait un peu de jugeote, il se serait limité à écarter Bouteflika, à mettre les corrompus en prison, et non pas les innocents et le Moudjahid Bouarga'a, bien entendu, et les Erguiri, et tout le reste, et tous ses ennemis, entre guillemets. S'il s'était limité à mettre les corrompus en prison et à écarter Bouteflika et se retirer comme un grand, l'histoire, je pense qu'elle aurait eu une petite phrase en sa faveur. Mais malheureusement, ces gens-là, qui sont limités intellectuellement, et qui peuvent facilement tomber dans la maladie du pouvoir. Vous aviez dit tout à l'heure, Gaïd n'est pas fou. Non, Monsieur Benchenouf, Gaïd est fou. Gaïd est fou de pouvoir. Quand on est limité intellectuellement. Et c'est le médecin qui parle?
Clairement, il est carrément dans une maladie d'égocentrisme, de paranoïa. Tout le monde est Saba. Il a essayé de faire plaisir au début à l'opinion en mettant tous les oligarques en prison, etc., en profitant bien entendu de mettre ses adversaires, entre guillemets, ou ceux qui s'opposaient à lui en prison, alors que c'était des innocents. Mettre Moudjahid Bourga'a en prison, c'est une honte. Mettre Rdiri, vous savez, moi, j'ai pas soutenu Rdiri, j'ai refusé de le faire. Mais Rdiri n'a rien à faire en prison. Ce général qui a 20 ans de moins que lui et qui est à la retraite et qui a eu juste l'audace de lui dire « je suis contre le 5e mandat » alors qu'il était en sa faveur. Il le prend, il le met en prison, alors que c'est un général intègre, le général Ben Hadid aussi. Vous voyez, il a essayé en même temps de mettre les corrompus en prison, mais d'en profiter aussi de mettre à chaque fois ses ennemis en prison. Cet homme-là est complètement fou du pouvoir. Et comme le disait Bonaparte, mais qui n'a pas du tout le même niveau de Gaye Salah, le pouvoir est ma maîtresse. Et je ne supporterai jamais que quelqu'un me la convoite. Il est devenu fou. Et malheureusement, il n'a pas les capacités intellectuelles de faire face au pouvoir. Et restez avec nous, Amira, je reviens à vous dans un petit moment. Nazim, sur la dame d'abord, sur cette très curieuse déambulation dans les rues d'Alger avec une pancarte « Nous sommes tous Gaïd Saleh », qui après se retourne contre celui qu'elle soutenait pour dire finalement je remercie la Hirak qui est très démocratique, qui m'a laissé déambuler, manifester. Et je voulais m'assurer que le Hirak était vraiment démocratique. Bon, je crois que dans les deux cas, excusez-moi l'expression, mais je vais l'employer en arabe, c'est kif, le nidam. Si elle avait l'intention de soutenir vraiment le Gaïd Salah, Dart allé. Et si elle ne voulait pas, je dirais, juste montrer que finalement, elle a dit elle-même, personne ne l'a molestée. Personne ne l'a sabha, personne ne l'a tarabusté ou violenté, etc. C'est magnifique. C'est incroyable, Nazim, cette évolution dans les mœurs. C'est-à-dire que le peuple que Gaïd Salah traite de Isaba ou avec des mots les plus violents, finalement, regardez, une femme toute seule, elle est toute seule finalement, deux camionnettes de police derrière, personne n'est venu l'insulter. Personne ne lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es malade, Koulouna. » Non, avec respect, garde ta pancarte. Si tu veux soutenir Gaïd Salah, al-ras ou l'ayn. Ça, c'est magnifique. Donc, dans les deux cas, ça a servi le Hirak. Et encore une fois, pour la énième fois, c'est un autre kif, un autre revers pour les militaires depuis maintenant 7 mois. Ça fait 7 mois qu'ils mangent des couleuvres, ça fait 7 mois qu'ils prennent des revers sur revers. Et ça fait 7 mois que le peuple a montré à quel point il a gagné en maturité, il a gagné en clairvoyance par rapport à ses objectifs qui deviennent maintenant clairs, précis et sans ambiguïté. On veut le Gaïd d'or. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est l'ivresse du pouvoir. Oui, allez-y. Oui, c'est l'ivresse du pouvoir. Moi, je crois pas qu'il est fou. Je crois tout simplement que, premièrement, c'est quelqu'un de formation militaire. Donc, ils n'ont pas cette patience de voir pendant 6 mois des gens qui leur tiennent tête. Ça, ce n'est pas dans la culture du militaire. Après, je ne suis pas en train d'insulter le militaire. Un militaire, c'est un militaire. Mais c'est ça la culture du militaire. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a un niveau intellectuel d'après Nazar, de 2e année. Troisièmement, d'après des témoignages multiples, c'est un éléphant dans la chambre. C'est-à-dire qu'il est en train de, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'écoute. Donc quand vous dites par exemple qu'il est conseiller, etc., je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que les gens lui disent la vérité. Je ne crois pas qu'ils n'ont pas l'audace et le courage de lui dire Gaïd Salah dans la rue. Les gens disent à la poubelle. Mais regardez à la télé, mis à part le Maghrébi, justement, mais à la télé, il ne parle même pas de Hirak. Je suis sûr qu'il regarde le Maghrébi, il ne rate pas une émission. Moi, sincèrement, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis sûr. Moi, je suis plus sûr, je suis plus, je dirais, dans la croyance que le mec, après ses interventions, il va manger, il va festoyer, il va manger zel.
que regardez le Maghreb. Ça, c'est ma conviction personnelle. Après, je peux me tromper. Alors, avant d'arriver à l'histoire, justement, pourquoi ils veulent aller à ces élections et est-ce qu'ils vont y aller, j'aimerais que nous parlions un peu d'hier, des manifestations d'hier et des manifestations de chaque mardi des étudiants. Parce qu'à un certain moment, les gens ont commencé à parler d'essoufflement. Les manifs commencent à s'essouffler, ce n'est plus les 20 millions du début, c'est surtout à Alger que ça se passe. À Borj, par exemple, ils ont cassé. Et je rappelle pour l'occasion, et j'espère qu'on va me préparer les images de Kharrata qui a marché aujourd'hui. Elle est en train d'inaugurer une nouvelle forme. Maintenant, Kharrata l'a dit plus seulement mardi et vendredi, nous allons inaugurer d'autres jours. Donc, nous allons avoir des images. Mais en attendant, je reviens à vous, Khalfa. On a pensé essoufflement. On a tous, à un certain moment, commencé à se dire mais il ne faut pas qu'ils baissent les bras, il faut qu'on nous continuions. Et là, hier, ça a été une très grande réponse au discours de Gaïd Salah qui a convoqué les élections depuis une caserne. Ils lui ont répondu de façon magistrale. Et le comble du comble, c'est que maintenant, Gaïd Salah lui-même, qui est devenu le cœur nodal de la Constitution, de la contestation. Tout le monde est en train de dire Gaïd Salah dégage, Gaïd Salah on ne veut plus de toi, etc. Alors, la trame de fond, c'est que la société continue à vivre à côté. Les gens continuent à se marier, les gens continuent tant soit peu à travailler, à aller en vacances, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre. Et c'est ce qui fait peur aussi au système, c'est que les choses sont menées en parallèle. Les gens n'ont pas renoncé à la vie, mais ils sont porteurs de ce projet. C'est ce qui est important. Ils s'inscrivent dans une double démarche. Oui, bien sûr qu'ils portent le changement, ils portent la volonté de rupture. Elle est consacrée, elle est sur le terrain. Donc il y a de nouvelles légitimités qui sont sorties du terrain. Elles ne sont pas aussi visibles qu'on le souhaiterait, mais elles sont là. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'essoufflement. Je dirais plutôt que ce qu'une frange des hommes politiques des années 90, espérant transformer cette puissance en projet politique, non, parce que cette révolution est en train de créer elle-même ses propres paradigmes. Elle n'obéit plus au schéma des 68 arts, ni une vision gauchiste ou gauchisante un peu dépassée par le temps. Il y a une contestation qui s'est créée dans des conditions qui elle-même vient parce qu'il y a une sédimentation d'un pouvoir qui est là depuis presque 60 ans. Comment vous expliquez, Boukhalifa, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Comment vous expliquez que dans des manifestations aussi massives, aussi impressionnantes, aussi nombreuses, que les gens aient pu mettre de côté leurs divergences idéologiques, leurs divergences régionalistes, entre guillemets, culturelles. Et comment expliquez-vous qu'ils puissent rester aussi civiques, aussi pacifiques, alors qu'ils sont pleins de colère, ils sont pleins de rancœur? C'est un peuple qui a subi 60 ans de dictature après 2000 ans de colonisation. Oui, comment expliquez-vous Je n'ai pas l'explication, je n'ai pas la prétention de l'avoir, mais depuis 2 ou 3 ans que je me permets d'apporter mon point de vue sur votre plateau, je vous disais qu'il y avait quand même des lames de fond qui traversaient la société, qui étaient là. C'est-à-dire que cette société qui ne bénéficie plus de cadre, puisque tous les espaces de liberté ont été réduits. Donc vous avez des dynamiques citoyennes depuis à peu près 7-8 ans, qui sont des cadres d'expression que la société s'est créée elle-même, ses propres poches de liberté. Toutes tendances confondues, les gens se sont retrouvés dans des cercles. Vous pensez que c'est valable pour toutes les régions du pays, ce genre j'allais dire, de conscience politique, de l'exercice d'une certaine vision de la politique? C'est valable peut-être à la capitale, un peu dans les grandes villes, mais ce n'est pas le cas du pays profond. Vous savez, moi, je ne souffre pas tellement de ce complexe. Je pense que l'accès maintenant à une certaine culture de la contestation existe dans les 2 langues. Je dis bien dans les 2 langues. Ce n'est pas uniquement les élites qui sont francophones ou les lettrés. Oui, mais je n'ai pas dit ça. Mais non, mais vous avez aussi, si on veut affiner un peu l'analyse en profondeur, vous avez la littérature de contestation. Vous la retrouvez aujourd'hui, elle est à la portée de beaucoup de gens. Les réseaux sociaux ont fait le reste. Oui. C'est-à-dire qu'à partir on ne conteste pas par effet
par effet intellectuel, en contexte, parce qu'on part de la réalité. Quand vous allez au fin fond de Tougourt et que vous avez un petit chaouch qui va faire sa loi, vous ne pouvez pas accéder, vous ne voyez même pas un président d'APC dans ces contrées. Ils sont devenus des nababs. On en a vu. Et puis à un moment donné, il y a une étincelle et une dynamique qui s'est fait. Par contre, ce qui a été vraiment, ce qui a permis à cette révolution de prendre, c'est que cette contestation est la même partout. Parce que les conditions objectives qui ont poussé les gens à contester sont identiques. Sont identiques. Vous avez un président d'APC qui fait ce qu'il veut. Vous avez... il y a des épisodes, on ne va pas les oublier. Il y a eu le printemps noir en Kabylie. Il y a eu des tentatives de soulèvement ailleurs. La gestion de l'après-décennie noire, où c'était le tout fric, finalement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas corrompu ce peuple bien qu'on ait réussi à corrompre une certaine partie, mais on ne l'a pas corrompu totalement. Et ce qui est important, les valeurs qui sont défendues maintenant, c'est que ce mouvement s'est réapproprié son histoire. Donc vous allez voir des portraits de l'Arbi Ben Mhidi, de Arbi Ramadan. Et ces slogans, et cet humour, et cette subtilité, cette conscience politique. Exactement. Et Amira Bouraoui, sur cette reprise, cette rentrée sociale fracassante qui vient de s'annoncer à travers la journée d'hier, où on a manifesté un peu partout et de façon très, très massive et très concentrée, avec les mêmes slogans, les mêmes revendications, les mêmes mots d'ordre. Oui, et avec Kharata aujourd'hui. Oui, Kharata et Mostaganem, c'est en train de se passer en ce moment. En ce moment aussi. Voilà, donc Kharata que je salue, parce que Kharata c'est le 8 mai 45, et le 8 mai 45 a été les prémices de novembre 54. Donc Kharata qui est sorti quand même en masse le 16 février, nous on dit que la révolution a commencé le 22 février, mais Kharata c'est toujours les prémices de quelque chose. Pardon, Amira, pardon de vous interrompre. C'est vrai, Kharata a beaucoup souffert du 8 mai 45, c'est connu, hein, mais il y a d'autres localités qu'il ne faut pas oublier, hein, Galma, la région Ouadzinati, voilà. Et même à l'ouest du pays. Oui. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout régionaliste. Je suis juste algérienne. Je suis ni de Kharata, je suis de nulle part d'ailleurs, je suis juste algérienne. Mais vous savez les susceptibilité de nos compatriotes. Je sais, je ne suis pas de Kharata, mais je salue quand même ces jeunes qui à chaque fois sont un peu avant-gardistes et ils sont sortis le 7 février et bien sûr à la capitale, et bien sûr la capitale est importante. C'est pour ça que la révolution, on dit qu'elle a commencé le 22 février, parce que c'est à la capitale que les choses se passent aussi. Mais les prémices se sont passées un petit peu partout et dans toutes les wilayas, et c'est tout un peuple algérien qui s'est levé comme un seul homme. Il se trouve que ces Algériens qui sortent aujourd'hui et qui protestent et qui sont là et qui résistent, tout le monde a parié qu'ils allaient être fatigués pendant le Ramadan. Ils sont sortis tous les vendredis pendant le Ramadan. Ensuite, ils se sont dit, ça va être les vacances. La canicule. La canicule, les étudiants en vacances, ça va s'essouffler. Tout le monde a parié sur l'essoufflement. Et vous savez, même quand j'avais perdu mon père, moi, j'ai pas pu sortir les vendredis d'après. Et puis, il y avait des citoyens qui me disaient, ne vous inquiétez pas, on assure la permanence. Donc, ils étaient là tout le temps, dehors, tous les vendredis et les mardis. Et il faut saluer aussi les étudiants. Parce que vous savez, le mardi, les étudiants sortent, ils font des propositions, ils parlent entre eux. Et c'est le vendredi que le suffrage se fait par rapport aux propositions du mardi. C'est une magnifique révolution que l'humanité n'a pas connue avant ça. Comment expliquez-vous, Amira Bouraoui, la question que je viens de poser à Boukhalifa, comment expliquez-vous, nous qui avons été tellement étouffés, réduits au silence, j'allais dire, dont on a extirpé les valeurs vraies,
qui sommes pleins de colère, de rancœur, de hagra. Comment expliquez-vous qu'on ait pu rester aussi calme, placide, paisible, civique? On ne casse rien, on n'a pas cassé une lampe. C'est quoi? Comment vous, le médecin, pourriez-vous... Oui. Alors, sociologiquement ou du point de vue sociologique, peut-être qu'un sociologue pourrait mieux en parler que moi. La France nous a laissé en 62, nous étions à majorité non scolarisés et ignorants. Donc la langue de bois passait à ce moment-là. Et avec une minorité d'instruits, je n'étais qu'une minorité, elle ne pouvait rien contre l'ignorance et le gouvernement, et la gouvernance de manière musculaire et par la violence. Mais nous étions ce que nous étions. Malheureusement, le pouvoir ne s'est pas rendu compte qu'aujourd'hui, le peuple algérien, et c'est ce que je disais l'autre jour en écrivant sur Facebook, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très différent. Vous savez, monsieur Ben Chennouf, mon père, quand il y a eu le tremblement de terre à la Smam Fichlef, dans les années 80, oui. Il y avait des cadavres partout, il me racontait, il y avait des cadavres partout, etc. Et il m'a dit, j'ai été choquée de voir qu'il y avait des gens qui se jetaient sur les cadavres pour leur enlever leurs dents en or ou couper leurs mains quand ils avaient une bague pour voler un bijou ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit, l'armée avait été obligée de tirer à ce moment-là sur le pliage des cadavres. Donc, on était des gens, on n'était pas instruits encore à ce moment-là. Et au fur et à mesure des années et des décennies, nous ne sommes plus le même peuple. Nous ne sommes plus un peuple violent qui s'attaque à l'autre ou qui s'attaque à un cadavre. Et comment expliquez-vous, Amira Bouraoui, comment expliquez-vous cette cohésion entre les Algériens de tendances idéologiques diverses, qui hier se regardaient en chien de faïence, qui se détestaient, qui se tapaient dessus, et qui aujourd'hui manifestent côte à côte sans aucun problème? Parce que longtemps le régime a joué sur les différences, les divergences et le régionalisme. Lui-même a joué sur ça. هذاك قبايلي وهذاك ماشي قبايلي وهذاك منا وهذاك c'est le régime lui-même qui a créé ces divergences-là. فلان يهضر بالقاورية وفلان يهضر بالعربية وفلان يهضر بالقبايلية c'est-à-dire que le régime n'a rien fait pour créer cette cohésion. La cohésion, c'est le peuple lui-même qui l'a créée. مش مهم تهدر بالعربية ولا تهدر بالقاورية ولا بالقبيلية ولا تسكن في البلاصة الفلانية. كلنا جزائريون مهما كانت يعني la sensibilité نتاعك. Peu importe, nous sommes un seul peuple et nous sommes des Algériens. Et cette révolution, elle a ça de spécial. Quand vous sortez dans la rue, comme je suis sortie hier, vous trouvez des pancartes en arabe, en français. Oui, mais pas seulement la langue, les divergences idéologiques. Même les divergences idéologiques, ils ont su les mettre à part pour mettre en avant la nationalité algérienne, la notion de nation et de république, chose qui n'a pas été faite au moment de l'indépendance. On a voulu construire ou coudre un costume pour l'Algérien pour l'introduire dedans. Et rester... Oui, je vous laisse poursuivre finir votre phrase. Voilà, lorsque la Constitution a été faite dans un cinéma par des incultes, on a voulu coudre un costume à l'Algérien. ما هو تعريف المواطن الجزائري؟ قال لك المواطن الجزائري لازم يهضر بالعربية. ثم نحينا قاعد يهضروا بالقاورية بالقبيلية، نحيناهم قاع. ومن بعد قلنا لازم المواطن الجزائري يكون مسلم، ثم نحينا اللي ماشي مسلم، ومن بعد رحنا ثم في التصفيه هذيك لازم المواطن الجزائري في العشيه السوداء لازم يكون سلفي، ومن بعد زدنا نحينا كل المسلمين الغير سلفيين، ودخلنا في واحد زنقه الهبال اليوم المواطن الجزائري فهم باللي انه مواطن جزائري مهما كانت ديانته، مهما كانت لغته، مهما كانت البقعه اللي زاد فيها، ولو كان زاد في بلاد واحده اخرى. يعني الجزائريين يساندونا في البلدان الأجنبية جزائريين رغم كل شيء.
Restez avec nous, Miraboura, je reviens à vous. Nazim, on va juste voir les images de Kharrata et de Mostaganem, dont les gens sont sortis, les habitants sont sortis, manifester. Et on vient de nous apprendre qu'il y a des inondations très, très importantes un peu partout en Algérie, y compris au Sahara. De grosses, grosses inondations. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays. Nous allons voir les images. On n'est ni mardi ni vendredi, on est samedi et la population, le peuple de Kharrata est sorti aujourd'hui pour s'exprimer. Et nous allons regarder les images de Mostaganem. On n'est ni vendredi ni mardi. Et le peuple de Mostaganem, le peuple algérien de Mostaganem, en ce moment même, vous êtes en train de voir des images de maintenant. Nazim, cette nouvelle sortie, on va inaugurer maintenant le samedi, on va sortir aussi le samedi Non, je crois qu'absolument, il faut monter en puissance, il faut tassaïd. C'est clair que nous, en tout cas au mouvement Rachad, on a appelé à une grève générale, y compris sortir dans les rues massivement, y compris pour les lycées et les collèges. Il faut effectivement, Wahdi Saab, parce que c'est ils sont autistes, ils n'entendent pas, il faut monter en puissance, ça c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Et donc, sinon, cette rentrée sociale qui a été au-delà des espérances d'un peu tout le monde pensait qu'il y avait réellement un ralentissement, un essoufflement, et puis là, ça repart. Le 4 a été une journée absolument incroyable. Ça a une relation avec la question que vous posiez à vos invités tout à l'heure, c'est comment on est arrivé là. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Madame Dr Bouraoui, dont je présente les condoléances, Rabbi Yarham Bouaha. La personnalité algérienne s'est construite à travers des millénaires. L'Algérien, qu'il soit conscient ou pas, il est le produit de milliers d'années. Et même juste pour parler du cas récent, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en 62, il y a 95 ou 96% d'illettrés. Ça, c'est une réalité. Il n'en demeure pas moins que le travail politique a commencé bien avant. C'est-à-dire que même si on reprend la période 1830, il y avait, au début, en tout cas avant de les inféoder, il y avait les travaux des Zawiya, il y avait Amir Abdelkader, il y avait le petit-fils de Amir Abdelkader, il y avait Messal El Haj qui a fait un très très grand travail. N'oublions pas que la non-violence chez l'Algérien, ce n'est pas quelque chose qui descend en 2019. N'oublions pas que les événements de mai 1945 ont été non-violents. Les militants du PPA vérifier chaque militant qu'il ne devait pas avoir de bâton, ni de couteau, etc. etc. C'est qui a utilisé la violence en 1945 ? C'est bien les Français. Quand ils ont tiré dans le tas, et je le dis, ce n'était pas qu'à Guelma, c'était à travers tout le territoire, bien sûr avec une concentration dans l'Est, parce que le PPA était très présent à l'Est et en Kabylie, ça c'est une réalité, mais il n'en demeure pas moins que c'était national. Donc, toute cette expérience, après, il y a eu bien sûr 62, le Hukm al-Askar, où l'Algérien a vu que finalement, ils se sont débarrassés de l'Isti'mar, mais finalement, les mécanismes, les procédés sont restés exactement les mêmes. Puisque l'armée, ou en tout cas le Qiyadat al-Généralette, ont considéré que c'était leur précaré,
qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Rappelez-vous les généraux, les canus utilisaient des gendarmes pour et les millions de dollars de commissions, de rachwa, les chauffeurs partout. Pour eux, l'Algérie, c'est un butin de guerre. Donc, ils se sont finalement, les Algériens, ils ont vu qu'en 62, après avoir versé du sang partout dans le pays, finalement, les mécanismes et les mêmes procédés restent. C'est-à-dire que finalement, c'est eux qui décident et vous, excusez-moi du langage, fermez vos gueules. Et donc, l'Algérien aussi, il y a eu le traumatisme 90. Parce que ces jeunes qui sortent, bien sûr qu'ils ont des parents. Attention, voilà ce qui s'est passé dans les années 90, même si eux, ils n'ont pas vécu. Mais ça reste, dans la mémoire collective. Mais bien sûr. Ouais. Et après, regardez l'exemple égyptien. Donc, il y a eu aussi un travail des Algériens eux-mêmes. Quand vous avez des vidéos sur la non-violence, l'exemple de Gandhi, l'exemple de la Corée, de l'Afrique du Sud. Vous avez aussi l'apport des chaînes comme l'Asr et Al-Magharibiya, aujourd'hui surtout, qui a permis à l'Algérien de découvrir ce que c'était un débat politique contradictoire, une autre version que malheureusement les chaînes aujourd'hui ne présentent plus, puisque même les chaînes avec des millions dans la rue, ils passent même pas quelques secondes pour dire il y a eu une manifestation. Donc tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de centaines d'années. Ça doit s'expliquer très certainement. Bien sûr. Mais il faut avouer que c'est quand même impressionnant que j'allais dire 20 millions de manifestants qui sortent, et puis même si c'est descendu un peu les autres semaines, des millions de manifestants qui sortent chaque semaine, puis 2 fois par semaine, de façon massive, de façon très serrée, avec des demandes, des revendications très fortes et sans violence aucune. Oui. Sans violence aucune. Et puis surtout dans une cohésion absolument incroyable. Ça veut dire des courants politiques qui sont diamétralement opposés, qui étaient souvent opposés les unes aux autres et qui aujourd'hui manifestent côte à côte. Oui, mais les Algériens aussi le savent, que le régime va... finalement, c'est des sanguinaires, c'est des incendiaires, c'est des pyromanes, ces gens-là. Le général, quand ils ont utilisé la fibre, par exemple, régionaliste, ça vous donne la preuve que c'est des gens qui sont capables de mettre l'Algérie à feu et à sang pour rester au pouvoir. Et les Algériens savent ça. Et les Algériens ne veulent plus rentrer dans ce piège islamiste, laïcard, qbaili, arbé, main étrangère, pas main étrangère. Ils savent très bien aujourd'hui, et c'est la première fois de notre histoire où c'est à découvert. Pourquoi vous avez dit islamiste laïcard? Pourquoi vous n'avez pas dit islamiste laïque? Quoi péjoratif d'un côté et pas péjoratif de l'autre? Non, je ne l'ai pas utilisé dans... Ah, d'accord. Non, parce que, attendez, parce que quand vous dites islamiste, ouais. Parce que ça peut être aussi péjoratif, parce que islamiste, c'est pour ça que j'ai dit islamiste et laïcard, parce que on est en train... Les deux peuvent être c'est pas péjoratif. Ça l'est, malheureusement, quand quelqu'un vous dit, oui, vous êtes un islamiste, mais c'est quoi être islamiste? Et c'est quoi être un laïcard? C'est pour ça que j'ai employé ces termes, ces mots dans ces termes. Non, mais ce que je voulais finir dessus, c'est que pour la première fois de l'histoire algérienne, c'est que l'armée avance à découvert. Ça on ne l'a pas vu depuis l'indépendance. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'objectif pour les Algériens, il est clair. On veut Daoula Madaniya, Machi Askaria, et là, c'est clair, net et précis. Alors, nous allons devoir voir plusieurs points. Je vais vous demander d'être un peu plus synthétique pour pouvoir faire le tour d'un peu toutes les questions. Pas trop parlé. Hein, non. Personne n'a trop parlé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons faire un peu vite, n'est-ce pas, Amira? D'abord, la presse est en train de rapporter que des fuites de capitaux très importants sont en train de s'opérer en ce moment, de la part de barons du régime et de leur clientèle, des fuites de capitaux vers des pays étrangers, notamment vers le Canada. On a signalé à peu près l'arrivée de 80 millions d'euros en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Alors, sinon, d'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de Gaïd Salah qui annonce depuis une caserne la convocation du corps électoral et qui précise même la date de la convocation et de la tenue des élections présidentielles. Essayez de m'expliquer, parce que moi, personnellement, je n'y comprends rien. Comment est-ce que ce monsieur veut vraiment aller à des élections, ou est-ce que c'est un coup fourré?
Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut plonger le pays dans la violence? Est-ce qu'il espère diviser les Algériens? Parce qu'il sait très bien, il ne peut pas ne pas savoir, Nazim, même si vous nous dites que les rapports ne lui parviennent pas, que les Algériens, dans leur immense majorité, au moins, si ce n'est dans leur quasi-totalité, sont contre ces élections. Non pas parce qu'ils sont contre les élections, mais parce qu'ils savent que des élections organisées par ce régime ne peuvent déboucher qu'à des élections truquées. Moi, l'ONG dans laquelle je suis, on a doublement dénoncé d'abord le discours qui s'inscrit en porte-à-faux contre des revendications légitimes du peuple. Mais par contre, la démarche est toujours de rester maître du calendrier. Donc ça, c'est quelque chose qui est consacré. Donc je ne vous accorde strictement rien du tout. Donc si je dois faire quelque chose qui va aller dans un certain sens, c'est moi qui décide du calendrier, les instances, donc c'est lui qui les a mis en place. Donc trouver un fusible qui va faire office de rabatteur, puisque c'est le terme consacré réellement chez eux. On a été pioché dans le sérail une personne dont je n'ose même pas prononcer le nom, qui va superviser les contacts avec... et qui ose faire un compte-rendu en disant qu'il a touché plus de 300 associations, plus de 30 associations à caractère politique. Ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il y a une volonté de gagner du temps, de gérer une période de 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il fait une annonce comme celle-là, il sait pertinemment que les manifestations ne déboucheront jamais sur quelque chose de violent. Ça, c'est un fait qui est acté. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui revient dans Mais les il peut y avoir de la provocation. La provocation n'ira pas dans leur intérêt, parce qu'ils s'aménagent quand même des portes de sortie. Ils n'ont pas intérêt à plonger le pays dans la violence? Absolument pas, absolument pas. Ils ne le feront pas? Ils ne le feront pas parce que je pense aussi ce qui a fait qu'il n'y a pas de rupture dans les chaînes du commandement militaire, c'est qu'il y a quand même des dissonances qui commencent à se faire sentir. Donc c'est pour ça que le chef d'état-major est dans cet état de paranoïa qui lui est consubstantiel à la nature même du militaire en Algérie, puisque le paradigme classique d'un militaire, c'est la subordination au chef, à l'ordre. Et dans une démocratie, donc le militaire est toujours subordonné au pouvoir civil. Dans une démocratie. En l'occurrence, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que, pour ne pas refaire l'histoire encore une fois, la nature, le militaire est arrivé par effraction en prenant le pouvoir politique. Il n'y a que les militaires qui n'ont eu aucune légitimité qui ont pris le pouvoir à partir de 1962. Le premier d'entre eux qui était Mohamed Bokharouba, alias Boumediene, qui lui a eu ses galons de colonel, encore une fois, en n'ayant même pas tiré une cartouche, aucune légitimité du terrain, donc il débarque du Maroc avec des blindés et des chars, prend le pouvoir avec la complicité des officiers déserteurs de l'armée française. Point. Donc là-dessus, il n'y a aucun... Donc à partir de là, donc ces gens-là, comme disait Nazim, ils sont à découvert. Ils ont été longtemps, ils ont refusé à découvert parce qu'ils n'avaient aucune légitimité. À partir du moment où vous venez, votre légitimité a été consacrée par le terrain, vous arrivez. Par la suite, il n'y a eu aucun officier venant de l'ALN, de l'intérieur, qui a été au commandement. Donc tout a été verrouillé. Depuis 1962, tous les militaires qui ont eu à occuper des postes à haute responsabilité, que ce soit dans la sécurité militaire ou dans les différents corps d'armée, viennent de cette matrice. Ce qui n'est plus le cas depuis 1990. Ce qui n'est plus le cas depuis 1990, puisqu'à partir de 1990, on est quand même dans une nouvelle génération qui ont rejoint les différentes écoles de l'armée, qui ont aujourd'hui entre 45 et 55 ans, qui sont des officiers au gradé, qui sont instruits, qui ont une vision et qui interagissent avec la société. Donc ils ne sont pas loin, ils sont soumis à ce malaxage avec la société. Donc ils sont porteurs aussi de cette vision. Donc je pense que s'ils sont tentés de faire de la provocation, je pense que ça viendra de l'intérieur, ceux qui vont peut-être mettre le haut là. En tous les cas, je l'espère.
Amira Bouraoui, donc sur cette décision forcenée, obstinée, à laquelle nous ne comprenons pas beaucoup de choses, de M. Gaït Salah et de ceux qui sont autour de lui ou derrière lui, d'aller vers ces élections. Vous pensez vraiment qu'il veut y aller ou que c'est juste pour gagner du temps, avoir le temps de prolonger le 4e mandat d'une certaine manière, le temps de trouver une parade pour garder le pouvoir? Amira Bouraoui, on va essayer de la trouver. Nazim, même question. Non, je crois, non, sincèrement, moi j'ai pas l'impression que Gaïd veut gagner du temps. Je crois qu'ils sont à court de la cartouche, comme il a dit, la cartouche est vide. Ils sont à court de manœuvres. Ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse. Non, ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse. S'ils n'étaient pas dans l'impasse, ils auraient pas, ils seraient pas précipités, Gaïd Salah, à faire dans une caserne, dire les élections on les veut le 15 décembre. C'est-à-dire qu'on veut annoncer les élections le 15 septembre, ça va avoir lieu 90 jours après. Je ne crois absolument pas qu'ils ont du temps et ils ne veulent pas encore perdre du temps. Aujourd'hui, l'Algérie, pour eux, ce n'est pas l'Algérie qu'ils ont connue avant le 22. Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre, et ça c'est à saluer, il n'y a pas un ministre qui se déplace sans être hué, pourchassé, insulté, il y a Sarraqin, il y a Khlitou le Bled, etc., etc. Pour eux, c'est ingouvernable. Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas ça. Mais justement, Nazim, demain les élections ont lieu le 15 décembre. Dans tout le pays, les villes sont quasiment occupées par la population. Les bureaux de vote sont vides. Il y a même des maires qui ont promis de ne pas couvrir les élections. Il y a même des juges, des magistrats qui ont dit nous refusons de couvrir les élections. Il y a une désobéissance civile qui se dessine. Il y a même des jeunes qui veulent en découdre, qui sont difficilement calmés par leurs aînés, qui leur disent non, pas de violence. Ceux qui veulent voter, on les laissera voter. Mais de toute évidence, et très vraisemblablement, il n'y aura pas 5 à 6% de votants. C'est l'avis d'un peu tous les observateurs sérieux. Comment ça va se passer? Ils vont avoir des élections à 5%, comme l'a dit leur constitutionnaliste membre du panel, c'est ça? Ben Abou. Vous savez ce qu'elle a dit, Ben Abou? La loi n'interdit pas qu'il y ait 4 à 5% de participants et qu'il y ait un seul candidat aux élections. S'il y a un seul candidat et qu'il n'y a que 4 ou 5% de participation et qu'il est élu à 2 ou 3%, ben il est quand même le chef de l'État. C'est pour ça que je répète, je dis que Tassaïd aujourd'hui devient quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, il faut commencer déjà par le 15, c'est-à-dire Edrab Shamil, et après monter en puissance. Il faut qu'à un moment donné, quand je dis Edrab Shamil, c'est-à-dire Edrab Shamil, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays. C'est ça la désobéissance civile. Vous êtes en train de... Non, il y a des degrés dans la désobéissance civile. On est déjà dans la désobéissance civile. On l'est déjà. Je ne suis pas d'accord. Le 22 février, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui interdisent de manifester à Alger? Mais oui, mais entre manifester, désobéissance. Non, c'est ça la désobéissance. Attendez, la définition simple d'une désobéissance, c'est vous avez une loi, d'accord, qui vous interdit de faire ça. Et vous dites cette loi, elle est, je la respecte pas pour, voilà, je la respecte pas. Ça c'est simple. Alors ça peut être quand je dis la loi, ça peut être une décision. C'est des interprétations et d'autres. Non, c'est pas une interprétation. Mais moi, je vais vous dire une chose, parce que les gens ont besoin de bien comprendre ce que nous disons. La désobéissance civile est le moyen le plus pacifique de la résistance. Bien sûr. On est d'accord sur ça. Oui. Sauf que lorsqu'elle n'est pas organisée, lorsqu'elle est lancée comme ça, comme un pavé dans la mare, sans organisation, sans leader, sans mot d'ordre, sans programme, sans palier, sans discernement entre ceux qui doivent être en grève et ceux qui ne le sont pas, ça va être la pagaille. Non, attendez. La désobéissance civile, vous avez un ordre de Gaït Salah, maintenant. Vous avez une loi qui vous dit ça c'est interdit. Maintenant, les drapeaux kabyles. Oui.
قال لهم interdit. Les gens ont bravé cette interdiction. Ça, c'est de la désobéissance civile. Maintenant, ce que vous dites. D'abord, ce n'est pas des drapeaux kabyles, c'est des drapeaux amazigh. ولا بربر ولا واحد على بالنا واش كيفاش نفهموها. C'est des drapeaux berbères. ما عليناش. Ce que je voulais dire, c'est que ça rentre dans la catégorie de la désobéissance civile. Maintenant, la désobéissance civile, c'est des degrés. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez certaines désobéissances civiles où il faut une certaine organisation. On veut pas, on va pas la faire. Donc il faut, voilà. et donc, il faut tout baliser. Voilà, par exemple, je veux bloquer, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, le port de Arzo, ou les ports de Djendjen, ou je veux bloquer maintenant la sortie du pétrole et le gaz. Là, il faut bien sûr de l'organisation. Mais ça reste quand même local. L'Edrab, il peut être beaucoup, l'effet de l'Edrab Shamel, il a encore plus d'impact que la désobéissance civile. Oui, mais c'est des choses avec lesquelles il faut être extrêmement prudent. Parce que ça peut devenir très dangereux. C'est mon avis que je donne. Ce n'est pas l'avis de la chaîne ni l'avis d'un quelconque expert. Mon avis est que pour tout ce qui est désobéissance civile, tout ce qui est grève générale, il faut d'abord organiser le mouvement du leadership, organiser les programmes, prévoir les détails, prévoir quels sont les secteurs qui doivent être en grève. Monsieur Nouf, une grève générale, par exemple, comme on l'a appelé, et même les gens l'appellent dans Facebook, le 15. Vous pouvez rester chez vous. Hein. Il est où le risque? Vous pouvez rester chez vous. Vous dites, moi, aujourd'hui, je ne travaille pas. Il est où le risque de violence? Il n'y a pas de risque de violence. Bien au contraire. Ça, pas une question de violence, c'est une question de chaos, de pagaille. Parce que le génie populaire, en ce moment, il est en train de dire, nous allons y arriver si c'est nécessaire, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore organisés. Il n'est pas question de lancer des mots d'ordre de grève générale ou de désobéissance civile sans organisation, sans concertation d'un peu tout le monde. Il ne faut pas que ça vienne d'un seul pôle, quel qu'il soit. Donc voilà. Mais nous allons voir Amira Boraoui, je reviens à vous. Amira Boraoui. Oui. Donc nous parlions de cette obstination de Gaïd Salah d'aller vers des élections et nous nous posons la question de savoir si vraiment ils veulent y aller ou s'ils sont en train de nous bluffer, si c'est juste pour gagner du temps. Est-ce que vous me permettez quand même de répondre à votre invité qui n'était pas d'accord avec moi? Oui, allez-y, allez-y. 30 secondes. Nous allons, nous allons essayer de faire vite pour pouvoir voir d'autres questions. Juste rapidement. Je me permets de lui répondre quand même quand il me dit que 1830, etc. Parce qu'apparemment, on est en train de remonter dans le temps et c'est une très bonne chose. Il faut qu'on connaisse notre histoire. C'est très, très important. Et il me parle de l'émir Abdelkader. Moi, l'émir Abdelkader, je suis une grande admiratrice de l'émir Abdelkader, qui était d'une tribu berbère, un homme très instruit, très cultivé, qui a lu tous les philosophes, très respecté par son ennemi. L'émir Abdelkader qui est attaqué par beaucoup de monde parce qu'il pensait qu'il était, entre guillemets, arabe, pro-musulman ou autre chose. Mais c'était quelqu'un de très, très instruit, un berbère algérien, religieux, effectivement. Mais pardon, Amira, je ne veux pas polémiquer, mais lui ne se disait pas berbère. Hein. Mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Lui se disait Chorbi, descendant du prophète, donc devenant de la péninsule arabique. De sa religion, mais il est de la tribu des Benu Israël. L'émir Abdelkader est berbère, et là, on est dans le cœur ou le noyau de l'algérianité par rapport à son histoire, à l'histoire de l'Algérie. Mais allez, on pourra en parler une autre fois. Mais, oui, malheureusement, vos émissions sont très intéressantes parce qu'elles oscillent entre le sociologique et le politique et c'est très intéressant. On peut y passer la nuit. Mais ceci dit, on a été colonisé effectivement par la France en 1830. Mais avant la France, on a été aussi colonisé par les Turcs. On ne peut pas leur pardonner parce que juste, ils étaient musulmans. Non, on accepte l'islam en Algérie. مرحبا بالإسلام ومرحبا بكل الديانات ومرحبا بكل اللغات ولكن الجنسية جزائرية يا وتهدر بالعربية ولا تهدر بالجورية ولا بالطليانية ولا تكون ديانتك إسلامية ولا تكون مسيحية مش مهم لازم نعرفوا اليوم ما معنى المواطن الجزائري. Et sur la question Amira Boraoui, sur la question de l'obstination de Gaïd Salah d'aller
parce que le sujet que vous abordez est très intéressant, mais il sera l'objet On en d'une autre parlera une émission autre fois. peut-être. D'accord, d'accord. Alors, Sur l'obstination de Gaïd Salah de vouloir aller vers les élections, Gaïd Salah est dans une impasse. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il a réussi un coup de maître. Il est en train de gagner du temps. Qu'est-ce qu'un coup de maître? Un coup de maître, c'est de pouvoir inscrire son nom dans l'histoire, selon notre définition à nous. C'est-à-dire il a réussi quelque chose qui a sauvé une république. Ce n'est pas ce qu'est en train de faire Gaïd Salah. Gaïd Salah est dans une impasse aujourd'hui. Il s'est complètement isolé. Isolé du peuple qui le rejette dans les rues. Isolé par rapport... Parce que vous savez, on a besoin d'ustensiles pour s'imposer, entre guillemets. Les généraux avant lui, qui n'étaient pas mieux que lui en parlant de personnalité, mais ces généraux-là, qui étaient arrivés peut-être au collège ou en seconde, ces généraux-là avaient su utiliser l'habillage démocratique en le manipulant, en manipulant des politiques, des chefs de parti. Ces généraux-là avait réussi la manipulation, chose que ne peut pas faire Gaïd Salah parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle. Malheureusement, Gaïd Salah, par rapport à d'autres généraux avant lui, qui n'étaient pas forcément meilleurs, parce qu'ils n'avaient pas cette vision d'une Algérie et d'une république. Ils voulaient à chaque fois sauver leur peau. D'une autre génération, une génération inculte. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre invité de tout à l'heure, parce que l'instruction du peuple algérien aujourd'hui, qui arrive à travers, aidé par les réseaux sociaux et aidé par le fait qu'ils sachent lire et écrire, ce n'est pas le même peuple que celui des années 90, 70, où on arrivait à le manipuler, tout le bagouinage avec. Aujourd'hui, ce sont des Algériens, et en particulier le noyau dur de la révolution, qui sont les étudiants. Ils sont pragmatiques. et les élections à Amira Boraoui, les élections de Gaïd Salah, est-ce qu'il réellement il a l'intention d'y aller? Est-ce qu'il va y aller? Il a envie de faire un bras de fer, monsieur Benchnouf. Moi, je pense qu'il a envie de faire un bras de fer parce qu'il est en train d'envoyer le Karim Younes et d'autres personnalités qui sont en train de dire que ça peut le faire. Ça ne le fera pas. Et si Gaïd nous écoute ce soir, il faut que vous dites qu'il nous écoute tous les soirs ou que certains qui puissent lui transmettre le message. Si j'ai un conseil à lui donner, et s'il ne veut pas finir al-Harrach, comme ceux qu'il a mis là-bas, ses potes, ce sont ses potes. Il a été al-Hami al-Isabat. Il a soutenu le 5e mandat. Saïd Bouteflika a été son ami. Dar alayhum bash تلك روحه. يا سي محمد يا الجاي صالح ولا حبيت اليوم تسلك روحك ايش بد روحك راك داخل الحراج ما تقدرش دير ان بغا تفير مع الشعب يدكك في الحراج كيما دك بوتفليقه ودك الاخرين il faut qu'il comprenne ça Gaïd. Il veut sauver sa peau. Et vous ne pensez pas que, alors dernière question pour vous Amira Boraoui, avant de donner le mot de la fin à nos deux autres invités, et vous ne pensez pas que ses pairs, ou ses compères, j'allais dire, sont en train de le piéger, de le pousser à commettre l'irréparable pour le mettre à leur tour à Al-Harrach, comme vous dites? Monsieur Benchenouf, je suis très attachée à l'instruction. Dans l'armée, il y a deux catégories de militaires. Il y a les militaires limités intellectuellement, qui n'ont pas fait d'études. Ils pensent être patriotes ou je ne sais quoi. Allah al-Balihum. Peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais ils n'ont pas les ustensiles. Et puis il y a la nouvelle génération de militaires qui a fait l'université. Ces gens-là sont des professionnels. Ils sont dans leur travail. Et ils critiquent fortement Gaïd Salah. On ne les entend pas, en tout cas. On ne les entend pas. On ne les entend pas parce que c'est très difficile, monsieur Benchenouf, que l'intelligence s'oppose à la force musculaire et à la force de l'ignorance. Ces gens-là, comme nous, قلبهم معمر راهم يشوفوا ويقول لك رانا معاكم يا الشعب. Monsieur Benchenouf, j'ai été dans une manifestation. Un jeune est venu, pas si vieux que ça. قال لي في ودني, je suis un colonel.
Rani Mahak. Monsieur Benchenouf, ces gens-là sont pris en otage, comme le peuple est pris en otage. L'ignorance prend en otage l'intelligence. Merci. Merci Amira Bouraoui, au plaisir de vous revoir bientôt. Boukhalifa, il nous reste à peu près 6 ou 7 minutes. Nous allons donc conclure. Mais à quoi, franchement, à quoi vous vous attendez? Non pas qu'est-ce que vous espérez, parce que je le sais. À quoi vous vous attendez en l'occurrence et dans les conditions actuelles? Moi, je suis le produit... en 80, j'avais 10 ans, donc j'ai grandi dans une région de l'Algérie. Je ne dis pas que je suis kabyle, j'ai grandi dans une région qui était séditieuse au système. J'ai connu les grèves à l'âge de 10, 11, 12 ans. Je n'ai jamais fait entre 80 et 89, jusqu'à l'année de l'obtention de mon bac, je n'ai pas souvenir d'avoir fait une année scolaire complète. Il y a eu 84, 85, 86, avec tous les événements qu'il y a eu. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère. Mais par contre, ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui s'est généralisé. Donc c'est une lame, ce n'est plus une lame de fond, c'est quelque chose de très profond qui travaille la société. Donc il y a quand même 2 indications majeures. Là où je ne rejoins pas Nazim, parce que Nazim est un militant politique, donc il a un projet politique derrière et on doit mettre les moyens. Donc, quand il défend le principe de une option de la grève générale, moi je dis tout simplement, quand on va faire une grève générale, donc il y a quand même un minimum d'organisation, mais déjà il faut consacrer ça. Ça ne va pas être facile, puisque ce que la société fait maintenant, elle a sécrété ses propres paradigmes révolutionnaires. Ma conviction profonde maintenant, c'est que le Hirak n'ira pas vers une désobéissance civile. Parce il a consacré ses propres moyens. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes qui ont 15, 20, 20 ans, 25 ans de moins que moi, qui me disent aujourd'hui qu'ils sont dans le mouvement. Ils disent que cette forme de lutte est dépassée. Pourquoi? Parce que dans la mémoire collective, comme Nazim l'a dit tout à l'heure, il y a eu 2 tentatives dans l'histoire chez nous de 2 grèves générales qui ont très mal abouti. Aucune comparaison. Il y a eu la grève générale de 57, qui bien sûr a été décidée par le FLN. C'était pour faire connaître la question algérienne, d'une part. Et la grève générale qu'on a connue après, c'était celle du fils. Et on sait comment elle a fini. Elle a permis au système, peut-être qu'elle a été co-organisée avec eux, ou je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il que le fait est là, les résultats qui ont été faits, occupés. Le peuple continue à occuper l'espace public de façon pacifique. Les revendications sont claires. Aujourd'hui, ce n'est pas un contenant politique qu'il faudra donner, le contenu politique y est. Si on veut donner un contenant, on va se tromper, parce qu'on aura toujours, le Hirak va nous opposer une fin de non-recevoir, parce qu'il s'en tirera toujours derrière, parce qu'il y a une double disqualification du discours politique, ça il ne faut pas l'oublier. Les gens qui ont siégé dans les assemblées de Bouteflika depuis 1999 en tant que députés, des chargés de mission et tout, sont doublement discrédités aujourd'hui. Donc il faut arriver avec une nouvelle offre politique et une nouvelle réflexion. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui viendra du Hirak lui-même. C'est inévitable. C'est ce qui s'est passé en 1954. La classe politique n'a pas eu d'autre choix que de suivre le mouvement qui a été impulsé à partir du 1er novembre. Bien sûr, ça s'est articulé sur la double rupture. C'est ce qu'on va vivre de toute façon. La rupture avec ce monde politique, avec une offre politique qui est quasiment absente et qui sent un peu à la limite, ça peut passer par une volonté de manipulation ou c'est un paternalisme le plus indécent. C'est ce que je pense. Bon, j'espère que j'aurai le temps de répondre et que je ne sois pas interrompu. Premièrement, la grève, en comparant avec la grève de 90, rien d'incomparable. Même dans les réseaux, ils disent d'un jour, le 15. La 90, elle était illimitée. Les gens ne pouvaient pas acheter quoi que ce soit. Non, on dit un jour. Secondo, vous dites qu'on a eu l'expérience de 2 grèves. Non,
il y a eu la grande grève et la grande manifestation de décembre 61, qui a été grandiose. Donc, on dit un jour, qu'un seul jour, le 15. Et on dit, sans rentrer dans je dirais, être professoral, la grève, ce n'est pas la désobéissance civile. La grève, c'est un droit. C'est pas être, comment dirais-je, enfreindre la loi de faire une grève. La grève, c'est un droit. Donc la désobéissance civile, c'est pas la grève. La grève, c'est différent. Mais bref, c'est pas grave. On va dire que c'est la désobéissance. On dit 15 jours. 90, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer l'incomparable. Un jour où les gens sortent massivement dans la rue, ne vont pas au travail, y compris les lycéens et les collégiens, parce que leur avenir en dépend. Et après, on verra. Si ces généraux qui nous mènent vers le mur abdiquent, Allahumma barak, mais bien sûr qu'il faut tas'id. C'est absolument nécessaire, parce que c'est des gens qui veulent, c'est quelqu'un qui est obtus, c'est quelqu'un qui va vers, je dirais, une impasse. Parce que les élections, comme il a dit Ben Chenouf, même lui, il se pose la question, il est fou d'aller dans les élections, il sait qu'il n'y aura pas de vote. Et les Algériens aussi, et je peux le comprendre, ils en ont marre. Ils veulent leur état civil, et il faut que l'armée, aujourd'hui, soit le sacrifier, soit lui, il revient à la raison et il va vers l'étape de négociation et on va vraiment vers un processus de transition. Merci beaucoup, Boukhalifa Ben Mamar, merci beaucoup, Amira Bouraoui, merci beaucoup, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous allons vous passer quelques images en hommage au décès de notre shahid Hamza Marrah. Bqa ala khair, bislama. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا